Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier un nouveau vidéo, vous allez être notifié. Aujourd'hui, on parle de deux choses. La première, je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas en la hausse récente des marchés. Donc, je ne crois pas dans le fait que cette hausse va tenir. Et deuxièmement, je vous explique les mesures que j'ai prises pour pouvoir endosser finalement ma position par rapport à la hausse récente des marchés. On connaît depuis quelques jours de fortes hausses sur les marchés, ce qui laisse penser à plusieurs investisseurs que le pire est derrière nous, que les niveaux records à la baisse du mois de mars sont chose du passé et que maintenant on est de retour dans un bull market. En fait, le S&P 500 depuis les bas-fonds du mois de mars a augmenté de plus de 28%. Ce n'est pas rien. Or, présentement, il semblerait qu'on soit dans une récupération, dans une reprise des marchés en V. On a eu une chute importante et puis on a une reprise qui est tout aussi rapide, comme on a eu par exemple à l'automne 2018. Ce n'est pas mon opinion. Comme vous savez, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo comme quoi les marchés étaient possiblement en train d'entrer dans un bull trap. C'est toujours mon opinion et aujourd'hui, je vous explique pourquoi. En fait, je crois que les marchés devraient, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, retester les niveaux les plus bas qu'on a connus au mois de mars. Bien évidemment, mon nom, c'est pas Nostradamus, j'ai pas de boule de cristal, c'est mon opinion personnelle et vous faites la vôtre si vous pensez, par exemple, qu'on va rebattre les records du mois de février à la hausse dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est parfait, je respecte votre opinion. Moi, je vous présente la mienne, c'est tout. Alors pourquoi, à mon avis, on n'est pas dans une reprise en V et que la reprise devrait beaucoup plus ressembler à celle d'un U où on a une chute assez longue et on a une reprise qui est tout autant longue, ou une reprise en L, c'est-à-dire qu'on a une chute et puis on a une stagnation des marchés, en raison aussi d'une stagnation économique. Donc je vous présente les éléments là, qui devraient jouer sur cette reprise des marchés. Bien, évidemment, c'est l'économie. Tout découle finalement de l'économie à un certain point. Puis, on a eu aujourd'hui des nouveaux taux pour l'assurance-emploi. Par exemple, au Québec, le taux de chômage a doublé. Au Canada, on a plus d'1 million de personnes de plus sur l'assurance-emploi. Puis aux États-Unis, les applications pour l'assurance-emploi se comptent en millions, donc de semaine en semaine. Je vous présente d'ailleurs les graphiques à l'écran, donc ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe sur le marché de l'emploi américain. Par exemple, au Canada, on a un programme de subvention des salaires, c'est-à-dire que le gouvernement paye les salaires pour conserver le lien d'emploi entre les employés et les employeurs. Or, à la sortie de cette crise sanitaire, il ne faut pas se leurrer. Il y a des centaines, il y a des milliers d'entreprises qui, malgré le fait qu'il y a des programmes importants qui ont été mis en place par les gouvernements, que ce soit les prêts aux entreprises ou justement, comme je viens de mentionner, l'aide ou la subvention au salaire, vont faire faillite. C'est inévitable. Ces gens-là, donc les gens qui sont présentement sur l'assurance-emploi ou qui reçoivent les subventions, vont perdre leur emploi et puis ça va créer des problèmes économiques, non pas juste à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Donc on est dans cette situation-là pour plusieurs mois, plusieurs trimestres. Ce n'est pas un truc de 2 trimestres comme la majorité des investisseurs le pensent présentement en fonction des comportements qu'on voit sur les marchés. Puis c'est la même chose aux États-Unis. Hein. Plusieurs entreprises vont faire faillite, c'est inévitable. Et donc les taux de chômage qu'on va connaître vont être assez élevés pendant un certain temps. Puis évidemment, lorsque le taux de chômage est élevé, bien, la confiance des consommateurs est affectée. Donc, les consommateurs dépensent moins dans l'économie. Par exemple, tout récemment, le sondage sur la confiance des consommateurs aux États-Unis est sorti et c'est la plus grande baisse d'un mois à l'autre jamais enregistrée. On est de retour à des niveaux qu'on a connus en 2011. Donc, on est autour de 71 alors qu'on était dans les 80 au mois de mars dernier. Et ça risque de diminuer à mesure que les mises à pied continuent et que l'espèce d'effet domino dans l'économie est enclenché. Là. Puis évidemment, ça prend plus qu'un mois pour connaître toutes les conséquences économiques que la crise sanitaire va avoir dans l'économie non seulement américaine, canadienne, mais aussi dans l'économie mondiale. Lorsqu'il y a beaucoup de chômage, une baisse de la confiance des consommateurs, bien, on a une baisse de la consommation et la baisse de consommation se traduit comment? Se traduit en une baisse des revenus des entreprises, en une baisse de profit des entreprises, mais aussi en une baisse du PIB. Donc, on va connaître des chiffres qu'on n'a pas connus depuis le temps de la Grande Dépression, donc durant les années 30. Là. Les taux de chômage là, autour de 15, de 20 %.
puis les chutes du PIB. Donc la chute du PIB devrait être assez importante. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en 2008 avec une chute de 2,5 %. La chute devrait être beaucoup plus élevée que ça. L'autre élément dans l'économie dont on parle peu, c'est bien sûr l'inflation. Toutes les mesures de soutien économique qui ont été mises en place, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, vont éventuellement, à mon avis, créer une pression inflationniste dans l'économie. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, on imprime des trillions de dollars d'argent aux États-Unis, ce qui fait que la masse monétaire va augmenter, ce qui va créer éventuellement de l'inflation. Dans quelle mesure cette inflation-là va être importante? Bien là, c'est difficile à dire. Reste à voir de quelle façon cet argent qui est injecté dans le système économique va se distribuer ou va percoler au sein de l'économie pour se rendre aux consommateurs. Donc, c'est là où ça risque de créer de l'inflation. Donc, on va voir. Par exemple, dans le temps de la crise de 2008, l'inflation s'est créée beaucoup plus dans les actifs financiers, que ce soit les actifs en immobilier ou des marchés boursiers. L'inflation, c'est une menace sur, par exemple, les liquidités que vous détenez parce que vous allez perdre de votre pouvoir d'achat. Et puis là, la solution pour parer à l'inflation, ça risque d'être quoi? Là, on parle de peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ça reste à voir. Évidemment, c'est un peu spéculatif ce que j'avance présentement, mais ça pourrait mener à des hausses de taux d'intérêt pour diminuer la création de monnaie dans l'économie. Pour avoir un indice de quand la reprise économique pourrait avoir lieu, parce que là, présentement, on regarde un peu les politiciens parler, puis on se fait dire, OK, là, dans 1 mois ou à la fin du printemps, donc là, on va recommencer à sortir, on va recommencer à un peu revivre de façon normale. Oui et non, c'est-à-dire que si on regarde historiquement ce qui s'est passé, par exemple ce qui s'est passé en Chine, donc Wuhan, qui a été la première ville essentiellement à être mise en quarantaine, vient de sortir de quarantaine après pratiquement 2 ou 3 mois de quarantaine. Et puis évidemment, la situation économique en Chine n'est pas à 100%, on n'est pas de retour au niveau de production qu'on avait avant la crise et ça risque d'être la même chose ici. Donc c'est pour ça que je dis que cette crise sanitaire qui a créé une crise économique va perdurer dans le temps pendant plusieurs mois et c'est un peu jovial de penser qu'à partir du moment où on met un terme aux quarantaines, l'économie va revenir comme si de rien n'était. Non, les impacts de cette crise vont être importants pendant un certain nombre de temps. Maintenant, ça m'amène à parler des marchés. Donc, les investisseurs sur les marchés semblent un peu jovialistes, penser que tout va bien. Oui, les banques centrales soutiennent les marchés, soutiennent l'économie, mais reste que les revenus des entreprises, les profits des entreprises vont être diminués et, à mon avis, beaucoup plus que pendant 1 ou 2 trimestres. Or, présentement, si on regarde l'évaluation au sein du S&P 500, on est de retour à un ratio cours-bénéfice entre 21 et 22. C'est, à mon avis, un peu élevé compte tenu des chiffres qui devraient sortir au cours des prochains trimestres. Non seulement ça, mais si on se base sur les données historiques du marché pour comprendre un peu le comportement des investisseurs lorsqu'on est dans un bear market, qu'on retourne par exemple à la crise financière de 2008-2009, c'est commun de voir une chute importante des marchés, une hausse qui est temporaire, qu'on appelle un bull trap, et une rechute des marchés pour avoir de nouveaux niveaux encore plus bas de ceux qu'on avait connus précédemment. Que ce soit en 2008-2009, comme vous pouvez voir à l'écran, ou que ce soit pendant, par exemple, la dot-com bubble en 2001, c'est la même chose qui s'est produit. Donc, entre le sommet record des marchés et le point le plus bas, on a eu plusieurs bull traps, c'est-à-dire qu'on a une chute, on a une rehausse, donc on pense que les marchés reviennent à la normale, qu'on va retourner en bull market, mais non, on a une rechute vers des niveaux encore plus bas. Alors ça me semble peu probable qu'ici, de façon un peu exceptionnelle, on ait une reprise en V, alors que dans l'histoire, ça s'est pratiquement jamais produit lorsqu'on parle de bear market, évidemment. Maintenant, pour endosser ma position par rapport à ce bull trap, j'ai liquidé une de mes positions dans mon portefeuille que je détenais depuis déjà plusieurs années. C'est une entreprise que j'affectionne encore, possiblement que je pourrais en racheter, évidemment, si les prix sont plus bas. Lorsque j'ai liquidé ma position hier, évidemment, le prix était plus élevé que ma moyenne pondérée, ce qui fait que j'ai fait du profit sur cette position, mais ça m'a permis de libérer des liquidités importantes. Là, je pense que j'ai libéré autour de 52 000 US en liquidant cette position, ce qui va me permettre, si ma théorie se produit, évidemment, de pouvoir investir, donc en déployant ces liquidités dans le marché. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais là,
c'est spéculatif, c'est un move qui est à court terme. Oui et non. C'est-à-dire que des événements comme ça, des chutes de marché aussi importantes, là, dans une vie d'investisseur, on n'en a pas des vingtaines. Là. Ça se compte pratiquement sur les doigts d'une main. Donc, je veux être en mesure de vraiment profiter au maximum de cette opportunité. Et puis, je prends le guess que les marchés vont continuer à chuter compte tenu des conséquences économiques qui sont encore inconnues finalement dans l'après-crise sanitaire. Alors, je veux avoir le plus de liquidité possible pour pouvoir investir dans les entreprises solides que j'affectionne particulièrement, comme par exemple, je vous ai fait une revue d'Alphabet il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur ma chaîne, je vous invite à aller le voir. Donc, ça pourrait être par exemple une position que j'augmente dans mon portefeuille avec les liquidités que je viens de déployer. Donc, c'est un exemple. Mais je voulais vraiment avoir un maximum de liquidité pour pouvoir avoir plus de flexibilité dans les marchés. Puis là, ben, avec les liquidités que j'avais déjà, plus ma position que je viens de liquider, là, donc j'ai des dizaines de milliers de dollars US pour pouvoir investir dans le marché, donc je suis super satisfait de ça. Si ma théorie ne se produit pas et que le marché est en reprise en V, ben, c'est pas si grave que ça dans la mesure où, évidemment, j'ai pas tout liquidé mon portefeuille. Mes meilleures positions, je les ai conservées, puis eux ben, vont augmenter avec le marché. Et puis, je vais toujours être en mesure de quand même redéployer ces liquidités-là dans des opportunités que je vais voir dans les marchés au cours des prochains jours, des prochaines semaines, si jamais ma théorie ne se produit pas. Évidemment, je ne veux pas rester collé avec mon argent parce que, comme je vous ai dit, donc les pressions inflationnistes vont faire que cet argent-là va perdre du pouvoir d'achat. Donc, je veux m'assurer de pouvoir la déployer, là, que ce soit au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Reste à voir comment ça va se dérouler sur les marchés. Mais bon, c'est l'avenir qui va nous dire qu'est-ce qui va se passer sur les marchés. Encore une fois, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous en pensez, vous, des marchés présentement. Pensez-vous qu'on est parti pour une reprise en V? Êtes-vous confiant qu'on va rebattre les records qu'on a connus, par exemple, en février dernier, les records à la hausse? Ou vous pensez, un peu comme moi, que ça, là, c'est un peu trop d'optimisme de la part des investisseurs puis qu'on devrait revoir là, des niveaux encore plus bas que ceux qu'on a connus au mois de mars? Zone commentaire, laissez-moi savoir. Ça va me faire plaisir de vous lire. Ça fait un plaisir. À la prochaine.